Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous sport, etc. Le sport français est agité ces temps-ci par des problèmes de gouvernance et de budget. Football, rugby, JO, sécurité des manifestations sportives, nous allons revenir sur ces tempêtes qui soufflent au sein des institutions. Voici le sommaire. Pour des raisons différentes, les présidents des fédérations de football et de rugby ont été mis en retrait ces dernières semaines. Quel avenir pour ces poids lourds du sport français ? Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a fait entendre sa voix, mais pouvait-elle vraiment faire plus ? Faut-il réformer la gouvernance des instances sportives ? Nous reviendrons également sur les conséquences du refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Et enfin, après l'annonce d'un budget réévalué, les JO de Paris 2024 font face à des questions cruciales de sécurité. Quelles conséquences pour nos libertés individuelles ? Autour de la table aujourd'hui pour débattre, Jean-Jacques Lozach, vous êtes sénateur socialiste de la Creuse. Roxana Maracineanu, ancienne ministre des Sports et première championne du monde française de natation, c'était il y a 25 ans, c'est un anniversaire qu'on a fêté il y a quelques jours. Jean-Philippe Leclerc, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'Équipe, qui est notre partenaire pour cette émission. Et Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, je le disais, les présidents des fédérations de football et de rugby se sont mis en retrait ces dernières semaines. Alors, c'est deux situations très différentes, évidemment sur le fond des affaires, mais qui mènent au même résultat. Pour Noël Le Graët, cette mise en retrait est due à un nouveau dérapage verbal, une accumulation de dérapages. Et pour Bernard Laporte, elle fait suite à sa condamnation, notamment pour corruption passive. C'est président dans la tourmente, c'est le hors-piste de sport, etc. Alors, on va séparer football et rugby. On va commencer par le football. Alors, vous avez sans doute entendu le tollé provoqué par les déclarations de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, un dérapage verbal qui fait partie d'une longue liste de dérapages. Il a été mis en retrait lors d'un comité exécutif de la Fédération française de football. Est-ce que c'était la meilleure transition possible ? Tout d'abord, de manière plus générale, je dirais que ces tourmentes qui traversent aujourd'hui le sport français posent le problème de l'éthique. Et pour moi, le sport sans l'éthique, ce n'est pas véritablement le sport. Le sport porteur des valeurs, et notamment des valeurs d'exemplarité, des valeurs éducatives auxquelles nous sommes tous très attachés. Et par-delà ces deux fédérations, je dirais qu'il y a une crise de gouvernance, parce que ce sont des crises de gouvernance. Il y a une crise qui est sans doute plus symbolique que les autres, c'est la crise qui traverse le CNOSF, tout simplement parce que la structure est symbolique. Le CNOSF, c'est la structure fêtière de l'ensemble du sport français. Et aujourd'hui, même à moins de 2 ans des Jeux, même cette structure-là n'échappe pas à ces difficultés de fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, à partir notamment de ces crises que traversent deux fédérations très importantes, le foot et le rugby, il faudra en tirer les enseignements, les conséquences pour l'ensemble du mouvement sportif. Ça sera notre prolongation. Alors, sur le football, il y a à la fois des analogies et des différences entre ce qui se passe dans le football et ce qui se passe dans le rugby. Et les analogies, c'est en particulier les résultats sportifs. On a des fédérations qui obtiennent de bons résultats sportifs, notamment pour les équipes nationales, masculines et féminines. On a un système de formation qui nous est envié partout dans le monde. Mais on a un problème de président à la Fédération française de football et de rugby. Alors tout à l'heure, vous avez employé cette expression qui est commune maintenant, c'est-à-dire la notion de mise en retrait. Oui, qui n'existe pas d'ailleurs dans les textes. Qui n'a pas véritablement d'assises juridiques ni d'assises fédérales. Donc ça veut dire que ces mises en retrait ne peuvent être que des périodes transitoires, des périodes d'entre-deux dont il va falloir sortir le plus rapidement possible pour déboucher sur des réalités plus solides et durables. On va y revenir. Et pour juste une précision, Virgile Caillé, c'est un statut mise en retrait qui n'existe pas dans les textes de la Fédération française de football. Et exactement, tout à fait. Et les deux situations sont très différentes, puisque d'un côté, le président de la Fédération française de rugby a été condamné. De l'autre côté, on en est encore à l'état d'un rapport qui doit être remis prochainement à la Fédération, et à partir duquel, probablement, les membres du COMEX pourront réagir. Mais cette notion de mise en retrait n'existe pas. Il y a la notion de vacances, d'empêchement. Donc, si le président est malade... Vacances dans le terme vacances du pouvoir, parce que le président est en souvent en vacances. Effectivement. Vacances du pouvoir, exactement. La mise en retrait, d'ailleurs, c'était très intéressant, puisque dans le communiqué de presse qui est sorti par la Fédération française de foot, c'est bien Noël Le Graët
avec l'accord du COMEX, qui a choisi de se mettre en retrait, puisque ça peut être qu'une démarche personnelle. Ça ne peut pas être le COMEX qui lui impose de se mettre en retrait, c'est donc lui-même qui aurait décidé, peut-être sous la pression Roxana, du COMEX, de se mettre en retrait. elle vous paraît ubuesque, cette situation? Ou c'est vraiment la continuité de... Moi, je trouve que c'est la continuité de ce qu'on a initié. D'abord, avec Laura Flessel, qui a diligenté cette première enquête. Oui, quand vous étiez ministre des Sports. Laura Flessel, quand je ne l'étais pas encore, ministre des Sports, qui a diligenté donc, cette enquête qui a abouti là récemment pour la mise à pied de Bernard Laporte. Et puis ensuite, tout ce que nous avons fait lorsque moi j'étais dans ce mandat de ministre des Sports, en levant l'omerta déjà sur les violences sexuelles dans le sport, en travaillant sur une loi avec le mouvement sportif, mais aussi avec tous les parlementaires. Monsieur Lozach était de la partie, il nous a beaucoup soutenus aussi sur cette loi. Et une loi proposée par les députés, soutenue fortement évidemment par le gouvernement et les sénateurs également, parce que c'est essentiel à 2 ans de l'accueil par la France des Jeux olympiques et paralympiques, de montrer une facette du sport à la hauteur de l'investissement de nos athlètes. On attend de nos athlètes qu'ils soient performants. On sait l'énergie, le travail, l'entraînement qu'ils mettent pour l'être. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit au président. Essayons d'être au moins 1/10 les instances sportives, les instances officielles que méritent nos sportifs, et soyons exemplaires. Donc, on a passé cette loi pour déjà démarrer et proposer cette réforme de la gouvernance du sport. C'est quelque chose d'inscrit dans la loi, avec 3 mesures assez simples, claires, que vous allez détailler tout à l'heure. Et maintenant, j'allais dire, c'est une mise en application de tout ça, et c'est une continuité, une suite à donner qui est indispensable. Alors, on parlait avant l'émission de la rapidité à laquelle les choses se passent dans les fédérations tant de football que de rugby. Jean-Philippe Leclerc, vous donniez le sentiment que c'est quand même assez rapide ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire que on peut dire oui, ça va pas assez vite. On voudrait qu'on bascule directement de mise en retrait, qu'on ajoute un E pour que ce soit définitivement mise en retraite. Mais la finale de la Coupe du Monde, c'était il y a à peu près un mois. Si au soir de la finale, on nous avait dit qu'un mois plus tard, Noël Le Graët serait en retrait de la Fédération française, on aurait eu un peu de mal à le croire. Après, c'est quand même lui qui s'y est mis tout seul, parce que on parlait des bons résultats de nos sportifs. Je pense que Noël Le Graët et Bernard Laporte, quelque part, se sont aussi sentis protégés par ces résultats-là. Et y compris nous, les médias, on disait avant la Coupe du Monde de foot, voilà, en gros, si l'équipe de France se fait éliminer au premier tour, c'est terminé pour Le Graët. Et en fait, l'équipe de France est allée jusqu'en finale de façon assez brillante. Et je pense que lui s'est dit, du coup, je suis intouchable. Mais est-ce qu'il aurait vraiment été touchable, entre guillemets, si la France avait été éliminée au premier tour, à partir du moment où c'est organisé? Je pense qu'il a précipité sa chute. Parce que, fort des résultats de l'équipe de France au Qatar, s'il était resté, je dirais, à sa place... Déjà, juste dans l'élégance du... Il a 81 ans, donc dans la posture du vieux sage, etc. Et tout. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu s'empêcher, en fait. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une forme de combat complètement stérile et idiot avec la ministre. Il a fait des déclarations... Là aussi, ça manquait cruellement d'élégance. Totalement. Et surtout, après, on dit... Alors, parce qu'on a souvent entendu dire « Ah oui, il a fallu qu'il critique Zidane alors qu'il y avait quand même un lourd passif. » Mais je pense que ce qui s'est passé avec les critiques contre Zidane, c'est qu'en fait, il s'est aliéné sa propre famille. Et puis, quelque part... Kylian Mbappé lui a donné le coup de grâce aussi avec ce tweet. Et que jusqu'à ces déclarations, son énième dérapage, donc là, sur Zidane... Il y avait quand même toujours une partie de la famille du foot français qui disait oui, il est un peu vieux, machin, bon c'est vrai, mais il a tant fait pour le foot, faut pas oublier tout ça et tout. Mais là, à partir du moment où il a dérapé sur Zidane, là, on s'est retrouvé avec tous les autres. Et d'ailleurs, le premier à réagir pratiquement, c'était Kylian Mbappé, donc la nouvelle génération, plus tous les anciens internationaux, plus tout un tas de gens dans le football qui se sont dit là, c'est fini. Et je pense, nous, on a eu la chance, le privilège d'avoir l'interview de Sonia Swede aussi, donc qui est agent du foot. Et qui a témoigné, qui est la première à témoigner à visage découvert. Suite auquel le parquet de Paris a ouvert et je pense que Sonia Swede, elle a pris du courage aussi là-dedans. Parce que c'est jamais facile. On sait bien d'être la personne qui a découvert dans son milieu, dit voilà. Après, il y a visiblement d'autres témoignages dans mais qui sont restés anonymes jusqu'à ce jour. Oui, absolument. Là, elle a eu le courage de témoigner à visage découvert parce que aussi elle a senti qu'il y avait toute une partie de sa famille, le football, qui était en train de basculer. Donc c'est vraiment lui qui s'est mis
tout seul dans les ennuis. Oui, c'est intéressant de regarder la temporalité, parce qu'en vérité, sur tous ces sujets-là, beaucoup de gens savaient. Je pense qu'autour de la table, il y avait quand même beaucoup de gens qui savaient même, qui entendaient ces bruits, qui étaient au courant d'un certain nombre de choses. On peut parler de France 2023, on peut parler de la Fédération de rugby, de la Fédération de foot. Tout ça suintait, mais effectivement, il faut casser cette omerta. Roxana y a contribué, mais on est sur des schémas différents, et c'est pour ça que ça s'est accéléré sur le foot, parce que, pardonnez-moi le mot, mais enfin, il a fait un masterclass de conneries, Le Gret. Il les a enchaînés quand même. Une litanie. Il a quand même été brillant là-dessus. Pour tous les élèves en communication de crise, il faut mettre ce sujet-là, parce qu'il est vraiment exemplaire. Et c'est ça qui a accéléré les choses, parce que sinon on serait rentré dans une logique de procédure, parce que c'est indispensable, parce qu'on est dans un état de droit, que c'est la démocratie et qu'il faut que chacun puisse s'exprimer et présumer innocent. Donc effectivement, ça prend du temps, aller au bout de la procédure. Et là, c'est effectivement, comme le dit Jean-Philippe, lui qui a accéléré le processus. Et moi, au-delà de ces mots sur Zidane, je pense que c'est vraiment Sonia Sweet qui a été le déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on l'a vu d'ailleurs après cette enquête ouverte par le parquet de Paris. Jean-Michel Aulas, qui est l'un des soutiens de Noël Le Gret, a dit que ça commençait à devenir inquiétant. Après, ce que je trouve intéressant dans ces deux cas, c'est que, on va sûrement y revenir, mais à l'intérieur des fédérations, il n'y a pas de contre-pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'on a des présidents tout puissants. Et en fait, le contre-pouvoir, il vient de l'extérieur. Et là, le contre-pouvoir, il a vraiment agi, pour une fois, on peut le dire, main dans la main. C'est-à-dire qu'il y a eu un contre-pouvoir politique, il y a eu un contre-pouvoir médiatique. Et c'est cette alliance, pour une fois, c'est pas tous les jours, hein, entre le politique et le médiatique, qui fait qu'aussi qu'à un moment, il y a eu une forme de ras-le-bol, de dire non, c'est pas possible. Et c'est des affaires qui peuvent pas être uniquement traitées à l'intérieur de la petite famille du football ou de la petite famille du rugby. On va s'intéresser au cas du rugby, puisque la mise en retrait est liée à d'autres raisons pour Bernard Laporte, qui était président de la Fédération française de rugby, qui s'est lui aussi mis en retrait après sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis pour corruption passive. Il a fait appel de cette décision et il a déclaré lui-même qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait s'en aller. Alors, on va rejoindre en duplex Abdelatif Benazi, l'ancien capitaine du 15 de France. Vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Je suis de l'autre côté de la planète. Je rappelle que vous êtes membre d'Oval Ensemble, la liste d'opposition menée par Florian Grill, la liste d'opposition à Bernard Laporte. Clairement, il se passe quoi en ce moment à la Fédération de rugby ? Il se passe des choses terribles, malheureusement, parce que nous, on est de l'intérieur, donc on les dénonce depuis des années. Maintenant que l'État, le comité d'éthique, la Ligue professionnelle, World Rugby, l'enquête et le jugement a fait éclater les choses, maintenant, nous, on n'est pas sortis, mais le monde est passionné, la France entière est, je dirais, peut-être même choquée un peu de ces révélations, notamment celle d'aujourd'hui. Là, vous avez ces 3 pages de l'équipe, encore une fois, et c'est pas fini. Donc, il faut absolument remédier à ça, et un référendum qui est décidé pour dire non à la politique d'Alain Laporte, qui a condamné en première instance, mais qui a eu le culot de nommer, qui s'est mis en retrait pour aucune prérogative pour le rugby français, mais il a quand même nommé quelqu'un, et puis maintenant, on va donner la parole pour essayer un petit peu de dénoncer ça, et puis de changer surtout la phase de cette fédération qui, depuis des années, fait des choses illicites, et que maintenant, à quelques mois de la Coupe du Monde, donc il faut tout faire pour changer ça le plus tôt possible. Effectivement, on est à 7 mois de la Coupe du Monde. On a parlé du rôle, de l'importance du comité d'éthique. Roxana Maracineanu, c'est quelque chose. Eux, ça peut être un contre-pouvoir ? Ça peut être un contre-pouvoir à condition que le CNOSF prenne sa part aussi du combat. C'est vrai que l'État, nous, notamment sur les violences sexuelles, aidé beaucoup par la précipitation qu'a provoqué la prise en considération par les médias de ce sujet. On a beaucoup réactivé ce réseau des comités d'éthique et d'intégrité de chaque fédération. Qui était un peu consulté, qui était plus ou moins fort selon les fédérations. Mais il faudrait qu'il y ait une harmonisation, je pense, de toutes ces
des sanctions proposées par les fédés en cas de des alertes ou des signalements qui pourraient se faire par ces comités d'éthique et d'intégrité, des avis qui sont rendus, et que cette harmonisation, elle ne peut se faire que par l'entité qui chapeaute le mouvement sportif. Parce que l'État peut des choses, mais ne peut pas tout faire. Je rappelle juste que les fédérations, ce sont des associations, et même si elles ont beaucoup de privilèges de la part de l'État, comme des privilèges de défiscalisation, des privilèges fiscaux, le monopole aussi en tant que fédération, ça reste quand même des associations. Jean-Jacques Lozach, l'importance de ce qui se passe aujourd'hui dans le rugby, quand on est à 7 mois d'une Coupe du Monde, vous êtes inquiet? Il y a eu des révélations encore cette semaine dans l'équipe sur l'état de l'organisation de Paris 2023. Oui, tout à l'heure, on parlait du foot et donc d'une défaillance individuelle. Oui. Là aussi, il y a quelques analogies avec le rugby. Et effectivement, le timing, le calendrier fait qu'on a toutes les raisons d'être très préoccupés. Moi, vous savez, je crois que quand on arrive à un tel niveau de tension, un tel niveau de crise dans une fédération, je ne serais pas du tout scandalisé que l'on repasse tout simplement par le bulletin de vote, tout simplement. Oui, ce dont parlait Abdelatif Benazzi il y a quelques Oui, tout à fait, parce que n'oublions pas quand même que le président d'une fédération, il s'appuie sur une double légitimité, pas simplement sur la légitimité de l'État, c'est-à-dire la délégation pour exercer une mission de service public, mais également sur la légitimité du vote des représentants, notamment des clubs, alors avec parfois des modes de scrutin différents d'un sport à l'autre. Donc il faut vraiment s'appuyer sur cette double légitimité. Et je crois que sur ce plan-là, d'ailleurs, la ministre des Sports actuelle a un comportement tout à fait exemplaire en essayant de placer les uns et les autres face à leur responsabilité. Je crois qu'elle joue parfaitement sa partition parce qu'elle a quand même en face d'elle une sorte de carcan qui est le principe de l'autonomie du mouvement sportif. Et effectivement, il y a la loi qui a été présentée par on va y venir dans quelques instants. Qui doit s'appliquer, mais je pense qu'effectivement, il faut aller plus loin que cette loi au regard de ce qui se passe, notamment dans ces deux fédérations. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que les fédérations de sport en général en France fonctionnent de fonction clanique? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Une ministre est à l'offensive actuellement, c'est la prolongation de Sport, etc. On va écouter Amélie Oudéa-Castéra qui s'est exprimée très durement. Elle parlait de Noël Le Graët. Je considère que dans la fonction de président, il y a un certain nombre de figures imposées. Et je pense qu'il est profondément défaillant sur l'une d'entre elles, qui est la représentation, l'incarnation. Et quand il s'agit en plus de la première fédération de France, c'est très problématique. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, où il y a autant de propos qui choquent, qui heurtent, parfois qui sont une forme d'insulte à ce que peuvent incarner un certain nombre de légendes, et tout ceci est inacceptable. Roxana Maracineanu, si Amélie Oudéa-Castéra peut s'exprimer comme ça aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'a commencé Laura Flessel, ce que vous avez suivi ensuite. C'est ce qui lui donne la possibilité de s'exprimer comme ça? C'est vrai que le ministère des Sports, depuis des années, n'avait pas revêtu pleinement sa mission, qui est celle de faire respecter la sécurité dans la pratique sportive, l'intégrité, l'éthique du sport, et qu'on a mené un certain nombre d'actions, mais la première a commencé simplement par la durée, avec laquelle on a pu finalement mener ces actions, parce que c'est vrai qu'au ministère des Sports, quand on regarde historiquement, les ministres, c'est vrai, et d'ailleurs beaucoup de présidents ne se gênent pas pour le dire, vous êtes ma 10e ministre, vous êtes ma 11e ministre. Oui, et Noël Le Graët l'avait dit d'une façon voilà, remettez-vous en question, déjà d'abord, parce que ça veut dire que vous êtes là depuis trop longtemps. Mais aussi, c'est une vérité, parce que c'est vrai que les ministres des Sports passent vite, restent un an et demi, et puis en fait, on n'a rien le temps de mettre en place. Moi, j'ai eu la chance pendant quasiment 4 ans de pouvoir et les connaître, et les côtoyer, et comprendre ce qui se passait, et comprendre les choses qu'il fallait réformer dans la loi. Donc vous n'avez pas eu le temps, quelque part, de faire ce que vous vouliez, tout ce que vous vouliez. Moi, j'ai eu le temps, mais mes prédécesseurs, non. C'est pour ça que je dis que je vois d'un très bon œil aujourd'hui le fait que ce ministère retrouve sa mission première, qui est celle de veiller
à ce qui se passe dans les fédérations. Déjà, on a nos conseillers techniques sportifs. C'est vrai qu'en début de mon mandat, on a eu un désaccord avec la commande que moi j'avais eu de justement responsabiliser tout de suite les fédérations en leur donnant ces ressources humaines supplémentaires pour qu'elles puissent se développer, se déployer encore plus à l'aune des Jeux Olympiques en France. Et quand tout ce qui s'est passé avec les violences dans le sport a émergé, on s'est vite rendu compte qu'il fallait au contraire garder ces agents de l'État, renforcer leur lettre de mission pour qu'ils puissent veiller au grain au sein des fédérations. Et puis surtout que tous ces comités d'éthique d'intégrité, que la gouvernance des fédérations et la transparence, la démocratie aussi d'élection des présidents et des gouvernants des fédérations, mais aussi des ligues régionales, parce que tout part aussi de la base, eh bien, il fallait qu'elles soient revues avant de leur donner plus de moyens, enfin, tout en leur donnant plus de moyens, plus de responsabilités, plus de pouvoir, mais en même temps en veillant à ce qu'ils puissent remplir correctement les responsabilités qui sont les leurs et leur mission de représentation qu'a mis en avant Amélie Oudéa-Castéra à l'instant. Virgile Caillé, quand la ministre des Sports s'exprime comme ça, c'est qu'elle a l'aval de l'Élysée, une espèce de... je validation. J'aurais pas l'outrecuidance d'expliquer comment ça se passe entre le château et le ministère des Sports à Roxana, qui l'a vécu. C'est dommage, j'allais vous le demander. Alors j'imagine que si elle va au front et qu'elle met un coup de pied dans la fourmilière et qu'elle rappelle au président de Fédé qu'ils n'ont pas le totem d'immunité et que la sentence peut être irrévocable, je suppose qu'elle s'est baquée un peu et qu'elle a effectivement le feu vert de l'Élysée. Je l'imagine, d'autant plus avec un Noël Le Graët qui a été très longtemps proche du pouvoir, on le sait. Voilà. Néanmoins, on parlait à l'instant de gouvernance. Moi, je me souviens du combat qu'a mené Roxana par rapport au président de Fédé pour obtenir l'histoire des mandats, le vote des clubs, mais ça a été un combat pied à pied, c'est horrible. Donc ça veut bien dire qu'ils ont une grande difficulté à se remettre en question, à remettre en question cette gouvernance qui est historique. On parle d'une loi de 1901 qui a relativement peu évolué sur les 100 dernières années. Et le sport ne peut pas être en dehors, déconnecté de l'évolution de la société. Donc il y a des enjeux que le sport doit intégrer absolument. Et voilà, donc ce schéma de gouvernance, et puis les hommes. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on est à un point de bascule. On a des nouveaux dirigeants qui ont beaucoup plus les pieds sur terre, qui ont conscience de tous ces enjeux de société. Et j'ai bon espoir quand même qu'avec les outils de gouvernance dont on dispose, on puisse aller vers quelque chose d'un peu plus apaisé et responsable. Une évolution fondamentale aussi, je me permets de le dire, et qui est à noter, c'est qu'à 2 ans des Jeux, on a un ministère effectivement qui s'occupe du sport, mais aussi des grands événements sportifs comme les Jeux, mais aussi la Coupe du Monde de rugby en France. Et j'espère qu'après les Jeux, ça continuera de cette manière-là, parce que quand on connaît l'organisation de l'État, vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'on a l'aval du Premier ministre ou du président Macron pour y aller ? Effectivement, quand un ministre des Sports a tous ces pouvoirs-là et qu'il a la capacité d'envoyer des inspecteurs du travail, des inspecteurs des finances sur les organismes qui organisent les grands événements sportifs en France, c'est sûr qu'on a une capacité d'intervention importante, un rôle important. Et c'est ça aussi, faire changer la place du sport qu'on veut en héritage des Jeux en France, c'est se dire aussi qu'on a un ministère qui a un grand pouvoir et qui est entendu et écouté aussi par les présidents de ces grandes fédérations. Je vais me placer de l'autre côté. Jean-Jacques Lozach, c'est pas un peu inquiétant, l'État, le gouvernement, la politique qui se mêlent de sport ? Ah non, pas du tout, parce que justement, je pense que le sport est traversé de part en part par la politique et depuis toujours. Donc, je ne suis pas du tout choqué par cela, mais je reviens sur ce que dit Madame la Ministre, parce que la loi du 2 mars 2022, qu'elle a elle-même proposée, a permis quand même de sérieuses avancées en matière de gouvernance. Et c'est même cette partie-là de la loi qui véritablement avait entraîné beaucoup de débats dans les fédérations, que ce soit dans le domaine de la parité, la limitation du cumul dans le temps, c'est quand même une véritable révolution. Pas plus de 3 mandats, ou bien encore l'élargissement du corps électoral. 3 mandats, ça fera quand même peut-être plus qu'un seul ministre. Oui. Quand même, mais ça fait 12 ans. Mais même s'ils essayent déjà de tirer sur la corde. Parce ils se mettent en retrait. Alors, ça fera peut-être 2 ans de plus. Honnêtement, au regard de ce qui se passe actuellement, je crois qu'il faut aller plus loin. Je pense en particulier qu'il faut davantage de prérogatives, davantage de responsabilités pour les comités d'éthique à l'intérieur des fédérations. Parce que finalement, le seul contre-pouvoir, officiellement, qui existe aujourd'hui dans les fédérations, c'est les comités d'éthique. Et puis, je pense qu'il faut aller vers également des statuts types que l'on retrouve dans toutes
toutes les fédérations. Parce qu'on dit le sport, il est diversifié, il est pluriel, c'est évident. Mais je crois qu'il faut une partie fixe, en quelque sorte, pour toutes les fédérations, afin d'avancer en matière de démocratie interne, en matière de transparence. Et puis, et ça c'est nouveau, et je crois que c'est une bonne chose, on commence à parler de plus en plus des audits. Des rapports de l'inspection générale, très souvent commandités par le ministère des Sports. Eh bien, moi, je pense que... On va beaucoup parler de celui du football dans quelques semaines. Chaque fois qu'on se retrouvera dans ce genre de situation, il faut obligatoirement qu'il y ait ensuite un débat public, un débat national à l'intérieur de la fédération concernée, et pourquoi pas d'ailleurs un débat d'orientation afin de modifier la politique de la fédération concernée. Parce que vous savez, des rapports, des audits depuis 20 ans, 25 ans, ils sont restés en grande partie lettres mortes. En tout cas, celui sur le football, c'est impossible qu'il reste lettre morte. Oui, mais sur le foot, il y a deux choses qui s'additionnent. Il y a à la fois effectivement le rapport de l'inspection générale et puis l'enquête judiciaire qui a été lancée par le parquet. Donc c'est l'addition en réalité de ces deux phénomènes-là qui fait que la position du président est devenue intenable. C'est totalement disqualifié. Jean-Philippe Leclerc, justement, c'est cette accélération, c'est ce mouvement entre l'audit qui a été demandé, cette enquête à présent du parquet, ça pousse vers un changement de gouvernance. Mais quel changement de gouvernance ? Enfin, comment on peut voir dans les faits ? Je sais, je suis sans doute trop pressée, j'ai envie que les choses changent un peu trop vite. Oui, parce que si on prend par exemple l'exemple de la FIFA. La FIFA, ah oui, vaste sujet, nous avons 2 heures. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait, avec Joseph Blatter, on avait aussi un président qui avait fait 1 voire 2 mandats de trop. On a eu aussi, je pensais, j'allais dire 1 ou 2 de trop. On a eu aussi un scandale retentissant, et on a eu aussi une promesse de changement, et que voilà. Et l'élection d'un nouveau président sur une promesse de changement, vous allez voir ce que vous allez voir et tout. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gianni Infantino. C'est mieux que Joseph Blatter. Donc là, effectivement, là, tout le monde, enfin, je pense qu'aujourd'hui, à part Noël Le Graët, peut-être sa femme, tout le monde est pour le fait que sa mise en retraite... Même sa fille, visiblement, lui a conseillé de partir. Mais derrière, il va falloir être vigilant sur la personnalité qui va arriver, sur ce qui va se passer. Parce que c'est pas parce que vous vous débarrassez d'un président qui a fait plus que son temps, vous allez vous retrouver forcément avec le nouveau Kennedy. Justement, alors je lance comme ça le nom de Michel Platini qui a été évoqué dans la presse. Non, enfin, il a été évoqué, je pense... Michel Platini... Pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que... Il me semble, mais je... Ça serait mal connaître le fonctionnement des élections au sein des fédérations. C'est quand même très cadré. Oui, je pense qu'il y a 2 conditions. Quelqu'un qui est parachuté, ça fonctionne. Il y a 2 conditions pour qu'il arrive. Déjà, il faudrait qu'il ait un signe du politique qu'il n'a pas eu pour l'instant. Parce que certains ont dit qu'il a eu un appel du président Macron... c'est pas vrai. Et deuxièmement, il faudrait qu'ils sentent à l'intérieur de la FFF un mouvement où effectivement des gens assez influents, type par exemple le président Aulas, disent en gros nous on n'y arrive plus, il faut qu'on ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur. J'ai comme un doute. Et qui soit appelé un peu comme le sauveur. Voilà. Et toutes ces conditions-là sont pas encore réunies et il faudrait que lui aussi ait envie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un matin, il se réveille, il se dit... c'est une belle occasion de revenir dans le foot, mon sport, etc. Et puis un autre matin, le lendemain, il se réveille en disant « Oh, je vais sûrement pas replonger dans ce panier de crabe et je suis très bien là où je suis. » Donc je pense que voilà, c'est loin. Alors moi, juste pour imaginer Michel Platini et Gianni Infantino à la même réunion, j'aimerais que ça se fasse. Mais c'est la seule raison, parce que je pense que ces 2 hommes ne s'aiment pas beaucoup. Des gens qui font pas mon ménage en ce moment, qui s'entendent pas très bien, ce sont les représentants de la mairie de Paris, en la personne d'Anne Hidalgo, et les représentants du Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes n'est pas à vendre, c'est l'image de Sport, etc. Alors, j'avais bien imaginé une petite annonce. Vent enceinte de 48 000 places, quartier résidentiel chic, facile d'accès en métro, proche périphérique, rénové à hauteur de 75 millions d'euros par l'ancien locataire. Mais finalement, Anne Hidalgo a été très claire, le Parc des Princes n'est pas à vendre. On en fait quoi du Parc des Princes si le Paris Saint-Germain s'en va ? Oui, alors on peut réfléchir à ça, on peut passer un peu de temps à imaginer un peu virtuellement, mais je ne vois pas comment c'est possible que ces deux-là ne s'entendent pas. Je ne vois pas comment c'est possible. D'ailleurs, alors déjà, si je peux me permettre, ils pourraient se parler entre eux et pas seulement par voie de presse. Les ponts, voilà, exactement. Donc les ponts sont en train d'être retissés là, entre les deux. Le Parc des Princes sans le Paris Saint-Germain, je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Accueillir des événements, accueillir des concerts, des spectacles. Il y a déjà le Stade de France, il y a déjà...
Charletti, hein, voilà. Non, je vois pas comment c'est possible. C'est Brocante qui vous fait penser à Charletti. Non, mais parce que pendant un moment, on savait plus quoi faire du stade Charletti. C'est véridique. Il n'y avait pas de club résident et on a eu quelques brocantes au stade Charletti. C'est la vérité. Pour les téléspectateurs qui n'habitent pas Paris, c'est sans doute le stade où il y a le plus de vent, le stade Charletti. Ouais, c'était pas idéal. Ouais. Et de la même manière, là aussi, il y a du vide. Le Paris Saint-Germain n'a pas 36 options. Le Stade de France, ça pourrait en être une, mais le stade paraît surdimensionné. Alors, il n'est pas très apprécié des Et franchement, amateurs de football. emmener les supporters au Stade de France, ça sera compliqué. Et puis aller reconstruire un stade ex nihilo, je ne vois pas en fait. Il faut 10 ans en fait pour construire un stade. La logique économique. Donc les deux sont obligés de s'entendre. Il y a eu un peu une escalade des prises de position et de l'agressivité. Alors justement, on va voir le tweet d'Emmanuel Grégoire qui a essayé d'apaiser lors d'une conférence de presse le premier adjoint à la maire de Paris en charge notamment de l'urbanisme. Il a essayé d'expliquer avec Pierre Rabadan qu'il fallait recommencer à discuter. Jean-Jacques Lozach, on ne peut pas imaginer le Paris Saint-Germain quitter le Parc des Princes. Non, pas du tout. Je dirais que l'hypothèse de voir le PSG quitter le Parc des Princes ne tient pas la route. Et je pose la question, pour aller où ? Bon. C'est le président du Paris Saint-Germain qui est fâché contre Anne Hidalgo et son boycott du Qatar. C'est pour ça qu'il y a l'hypothèse des Qatariens qui quittent le Paris Saint-Germain, en revanche. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le dialogue se poursuit. Le dialogue se poursuit entre les dirigeants du PSG et les élus de la mairie de Paris. Alors, effectivement, la ville est propriétaire, le PSG est locataire, c'est un bail amphithéotique, etc. Et c'est un stade auquel tout le monde est très attaché. Hein, les élus, mais également l'ensemble de la population parisienne. Mais on comprend. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème de place. Avec la nécessité, effectivement, de procéder à des travaux, d'agrandissement, de modernisation, de respect des mises aux normes environnementales, etc. Et je dis que c'est ce que disait Virginie tout à l'heure, tout le monde a intérêt à ce que ces travaux de modernisation se fassent. Aussi bien la ville de Paris pour une question d'image et de retombées financières, etc. Et puis bien évidemment les dirigeants du PSG qui pourront passer de 48 000 à 60 000 places. Donc ça veut dire davantage de billetterie, davantage d'hospitalité, etc. Oui, on parle donc de 55 000 je suis intimement places. Convaincu effectivement que tout le monde va se mettre autour de la table et va trouver un compromis. Parce que sinon je pense notamment à Carl Olive, l'ancien maire de Poissy, qui avait eu une idée. Il a tout de suite dessiné un stade pour imaginer le Parc des Princes qui quitte Paris. Après, on le rappelle, c'est au moins 10 ans de travaux. J'ai lu qu'on parlait d'un budget de 800 millions d'euros, comme j'ai cru comprendre que les finances du Paris Saint-Germain étaient pas... Il y a une notion fondamentale, c'est l'ego et l'orgueil. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu cette escalade-là ? Pour une simple et bonne raison. On en revient toujours là. Hein. C'est-à-dire qu'avant la Coupe du Monde, il y a eu des déclarations d'édiles parisiens, de Pierre Rabadan en particulier, qui ont justifié le fait que, comme beaucoup d'autres municipalités françaises, il n'y aurait pas d'écran géant pour regarder les matchs de Coupe du Monde à Paris, pour des raisons climatiques. Mais il a dit avant les raisons climatiques, pour des raisons, les conditions dans lesquelles la Coupe du Monde a été organisée au Qatar. Donc c'était clairement une dénonciation de tout ce qui a été dénoncé par plein d'autres gens, les morts sur les chantiers, le non-respect des droits LGBT, etc. Mais le fait que ça vienne de la mairie de Paris, alors qu'ils sont partenaires... Dont les représentants sont très souvent au Parc des Princes. C'est ça que les Qatariens n'ont pas supporté, et que Nasser Al-Khelaifi en particulier n'a pas supporté. Et c'est ce qu'il avait dit dans nos colonnes, en disant, en gros, il y a un discours des édiles parisiens quand on les rencontre au nom du Paris Saint-Germain, où on est formidable, vive le Qatar, etc. Et un discours quand on est à Doha, où en revanche, on est le diable incarné. C'est une question de carnet de chèques, je crois. Donc, et je pense que cette escalade... Nasser Al-Khelaifi, c'est pas quelqu'un qui se lance impunément comme ça, c'est pas un sanguin et qui se lance impunément comme ça dans des déclarations, etc. Donc là, je pense que vraiment, ils ont été vexés, à tort ou à raison, je ne suis pas en train de les défendre, absolument pas. Mais en tout cas, cette escalade verbale, elle a commencé là, et maintenant, en tout cas entre les grands chefs, entre Anne Hidalgo et entre Nasser El-Khelaifi, tout le monde dit oui, le dialogue va reprendre, etc. Déjà, Jean-Claude Blanc ne va plus être là, et il était quand même un des garants de ce dialogue. Et je pense qu'avant que le dialogue reprenne sur des bases saines, etc., il va quand même se passer un peu de temps, parce qu'ils sont tous quand même... les Qatariens sont vexés par tout ce qui s'est passé. Vexés, oui, et agacés, parce qu'il faut le savoir, ça fait plusieurs années que ça discute quand même. Donc, ce n'est pas un sujet qui sort du chapeau, là, soudainement. Donc, effectivement, il semblerait qu'il y ait eu soit des
promesses, en tout cas des engagements. Et là, donc c'est pas juste le Paris Saint-Germain qui a décidé on veut acheter le Parc des Princes. Il y a des discussions. Il y a des discussions qui sont ouvertes depuis effectivement un moment. Et je rajouterai à cela aussi un élément. Alors je ne sais pas à quel niveau il peut jouer, mais il est quand même important. C'est que le Parc des Princes arrive à un moment où il a maximisé ses revenus au travers du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain ne peut pas aller beaucoup au-delà. Ses seules options, c'est effectivement d'augmenter les sources de revenus liées à l'hospitalité, à ce qu'on appelle les recettes jour de match, et à une ouverture de capital, qui peut être aussi une solution. Mais pour ouvrir le capital et pouvoir valoriser le club, encore faut-il avoir des actifs. La plupart des clubs anglais sont propriétaires de leur stade. En Espagne, ils sont propriétaires de leur stade. Et là, il y a effectivement un déficit. Donc, le fait de France, il n'y a que l'Olympique Lyonnais qui est propriétaire de son stade. Exactement. Donc là, il y a aussi un petit point faible dans la valorisation du club si d'aventure ils souhaitent ouvrir au capital, ce qu'ils ont plutôt d'ailleurs annoncé. Donc ça milite aussi pour envoyer des messages à d'éventuels investisseurs en disant regardez, on fait le max pour devenir propriétaire du club. Et pour revenir à la question de Paris, du Paris Saint-Germain dans le parc, on peut imaginer, Roxana Maracineanu, un Paris Saint-Germain propriétaire de son stade et qui agrandisse, c'est l'objectif, c'est nécessaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez ? Oui, c'est pas le seul club qui est dans cette situation. J'avais discuté avec le président de Nantes aussi, qui était dans la même tourmente avec la ville à un moment donné décisif pour effectivement agrandir ses fonds. Je crois que c'est important aussi qu'une ville, qu'une municipalité puisse garder aussi la main sur ses équipements d'une manière ou d'une autre, mais ça demande beaucoup d'investissement, donc on est toujours à se demander est-ce que c'était le meilleur moment pour se fâcher avec effectivement Nasser ou pas, ou est-ce qu'il fallait rester droit dans ses bottes et assumer ses valeurs, effectivement. Alors, si on en croit Emmanuel Grégoire, en tout cas, les discussions continuent. Et si on parle de Paris Saint-Germain et de budget, on peut aussi s'interroger sur cette opportunité. Le Paris Saint-Germain est allé en pleine semaine en Arabie Saoudite jouer un match. On l'appelle le match le plus cher de l'histoire puisqu'il devrait rapporter environ 10 ou 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar sur un même terrain. C'est en Arabie Saoudite. C'est le Paris Saint-Germain qui rencontre le club d'Al Nasser, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Est-ce que l'Arabie Saoudite copie le Qatar ? De toute façon, il y a un certain nombre de pays et de zones du globe qui, effectivement, font du sport un enjeu diplomatique. C'est ce qu'on appelle le soft power. La réussite... Oui, parce que je pense qu'on peut parler de réussite de la Coupe du Monde au Qatar, crée des jalousies dans les pays autour. Donc moi, je suis l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils viennent de se rabibocher, donc on va pas parler de jalousie. Néanmoins, on voit bien que sur ce terrain du sport, il y a des enjeux de suprématie et d'influence régionale. Donc le sport penche à l'Est, clairement. La Russie, l'Asie, le Moyen-Orient. On voit bien que le sport est un enjeu diplomatique. Même si la prochaine Coupe du Monde a lieu aux États-Unis. Effectivement, mais ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été sur ce continent-là. Alors, on parle de l'Arabie Saoudite. Si je vous pose la question, qui a gagné le Rallye Dakar ? Parce que normalement, à cette période de l'année, au mois de janvier, toutes les unes de l'équipe sont sur le Dakar. Et cette année, pas de une de l'équipe sur le Dakar. C'est un reproche. Non, c'est une interrogation. Je me demande si le Dakar ne s'est pas perdu dans les sables de l'Arabie Saoudite. Parce que oui, le Dakar, je sais que ce n'est pas une question de géographie. Il était gagné par un Qatarien. Donc absolument. C'était pour la 5e fois. Un pont entre les deux pays. Donc pourquoi on ne l'a pas mis à la une ? Nous, on fait tous les matins, on se dit quel est le meilleur sujet pour notre une du lendemain. Mais surtout, ça a un sens sur le Dakar qui a disparu. C'était une institution. Et... Non, on ne peut pas dire que le Dakar ait disparu. Ça a été un beau Dakar avec Sébastien Loeb qui a gagné 5 ou 6 étapes de suite. Alors à un moment, il a crevé, il a perdu beaucoup de temps, mais il est revenu. C'était un beau Dakar. Après, pourquoi on ne l'a pas mis à la une ? Parce que ce jour-là, on a estimé qu'il y avait un événement plus important, mais on néglige pas du tout le Dakar. Mais pour revenir sur l'Arabie Saoudite et le Qatar, cette tournée à 10 millions, elle est très symbolique, parce qu'ils sont entraînés au Qatar et ensuite ils sont allés en Arabie Saoudite. Et c'est deux pays qui ont profité du sport aussi pour se réconcilier, puisqu'on a vu pendant la Coupe du Monde au Qatar, c'était un événement incroyable. Le prince saoudien est venu assister à un match. On a vu l'émir du Qatar avec le drapeau. Donc tout ça, il y a un enjeu d'argent pour le PSG, mais je dirais que pour les Qatariens, il y a un enjeu diplomatique qui est encore plus fort. C'est ce qui est fascinant dans le sport. On va rester dans des questions de budget, mais pas tout à fait du même ordre. On va parler de 4,4 milliards d'euros. C'est le budget réévalué des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et c'est le chiffre de Sport, etc.
Alors, le 12 décembre dernier, le COJOP, le comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques, a annoncé que son budget augmentait de 10,1%, passant de 3,9 milliards d'euros à 4,4. Bon, la gestion de bon père de famille, est-ce que c'est ça qui n'est pas respecté, Virgile Caillet ? Moi, je crois qu'il faut relativiser une révision budgétaire. C'est très sain. On est à 2 ans des Jeux. C'est bien de le faire maintenant. C'est bien de s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu de légers dérapages. Voilà, je ne sais plus qui a employé le terme de vent de face, de vent contraire. Évidemment, cette inflation, cette incertitude, peut-être des lignes budgétaires à réévaluer, notamment au niveau de la sécurité. Moi, ça ne me semble pas illogique. On est à un dépassement de 10%, c'est ça ? Et d'ailleurs, je crois qu'il faut employer ce terme de dépassement et non pas de dérapage ou de délire budgétaire. On est encore dans des budgets qui sont très raisonnables si on les compare aux précédentes éditions. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Au contraire, je trouve qu'on fait le travail dans le bon sens, dans le bon ordre. Et c'est maintenant qu'il faut réviser et pas s'apercevoir qu'on a dépassé après l'événement. Jean-Jacques Lozach, vous vouliez ajouter ? Oui, en effet, il y a quelques jours, le premier président de la Cour des comptes, c'est-à-dire Pierre Moscovici, est venu présenter devant le Parlement, à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, la situation budgétaire de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et je crois qu'il a parfaitement joué son rôle de lanceur d'alerte. Et j'ai été étonné en particulier par cette mise en garde tournant autour des questions de sécurité, aussi bien en termes de système, d'organisation de la sécurité, en lien notamment avec la cérémonie d'ouverture, et puis d'autre part, l'impact financier qui concerne... On va justement l'écouter, Pierre Moscovici, et je vous redonne la parole. La Cour souligne que le plan global de sécurité doit impérativement être arrêté pour entrer dans une phase d'organisation opérationnelle des moyens, site par site, sous l'autorité des préfets. Par ailleurs, le risque capacitaire que j'évoquais il y a une seconde reste à relever, notamment au regard de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la scène. Un probable renfort pour partie de forces de sécurité intérieure pour exécuter des missions relevant de l'organisateur, compte tenu du déficit que j'évoquais probable de forces de sécurité privées, doit être anticipé. J'ajoute que son financement doit être assuré par le COJOP. Il n'y a pas de raison qu'il repose sur le contribuable. N'oublions pas que les forces font face par ailleurs à un défi d'équilibre des missions. Il y aura les missions liées au jeu, mais il y aura aussi la permanence des mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas de se dégarnir. Jean-Jacques Lozach. Oui, non, mais il n'y a pas à ce stade de dérive ou de dérapage. Il y a simplement des incertitudes, parce qu'on ne connaît toujours pas le coût réel des Jeux Olympiques au moment où on parle. Mais il faut bien se dire que derrière tout ça, il y a la question de l'héritage olympique. Oui. Parce que l'héritage olympique, c'est pas simplement gagner des médailles, organiser des épreuves, mais aussi maîtriser le budget. Et la question du degré d'acceptabilité sociale de ces Jeux Olympiques. Et la dimension budgétaire n'est pas absente de cela non plus. Je veux dire par là que l'opinion publique, les Français vont comparer tout simplement le budget prévisionnel au moment de l'acte de candidature. Et puis ils vont dire qui paye. C'était 6,9 milliards d'euros. Bon, après, les choses ont été précisées. On est arrivé à 8,1 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à 8,8. Bon, ça va se terminer à 9,5 milliards d'euros. On est loin du dérapage de tout un ensemble d'autres Jeux Olympiques. Si on prend les JO de Londres, on est parti de 4, on est arrivé à 12. Mais Pierre Moscovici parle de la sécurité, notamment de la sécurité de la cérémonie d'ouverture. Qui doit payer pour la sécurité des Jeux Olympiques ? Là, il a été très clair, le premier président de la Cour des comptes. Ça doit relever du COJOP et non pas des contribuables. Est-ce que c'est possible ? Globalement, on peut dire que sur les 9,5 milliards d'euros que ces Jeux olympiques et paralympiques vont coûter in fine, on aura environ 2 milliards d'euros de financement public. Mais alors, ça sera une sécurité privée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé de remettre en question certains festivals parce que ça va être difficile de mettre des forces de l'ordre tant sur les Jeux Olympiques que sur les festivals. Donc, je comprends bien que c'est le COJOP qui doit payer, mais c'est pas le COJOP qui va payer la police nationale et la gendarmerie qui sécurisera... Bah si, comme dans les grands événements sportifs, quels qu'ils soient, il y a une facture qui est présentée aux événements en question, qu'ils soient culturels, où là il y a un peu plus de faveurs faites aux organisateurs, mais dans le monde du sport, les organisateurs d'événements, certes,
ont une ristourne, mais ils payent quand même la sécurité. Mais pour répondre à votre question, c'est un mix des deux, c'est une sécurité publique et privée qu'on doit développer fortement, parce que de toute façon, c'était un secteur, la sécurité, qu'on devait développer depuis des années, et ça fera aussi partie de l'héritage de ces Jeux que d'avoir enclenché des formations supplémentaires pour des jeunes qui seront, eux, pas prêts là pour 24, mais en tout cas, avoir un peu libéralisé un peu plus ce secteur de la sécurité en France. Mais non, Madame la ministre a raison. Là, actuellement, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas assez de personnel de sécurité privé. Pierre Moscovici parlait d'une question capacitaire. Oui. Voilà, exactement. Même si on préempte l'ensemble des sociétés de sécurité privée. Est-ce qu'on n'a pas vu trop grand ? Elle est sublime sur le papier, cette cérémonie d'ouverture sur la scène, que ce soit sur la scène pour les Jeux Olympiques, que ce soit vers la Concorde pour les Jeux Paralympiques. Enfin, moi aussi, j'aimerais qu'on mette ce plateau tout en haut de la Tour Eiffel, mais il y a aussi une question de moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gérald Darmanin, depuis le début, il est contre. Et encore aujourd'hui, il est contre la cérémonie sur la scène. Et c'est le président Macron qui lui a pas laissé le choix. D'accord. Une sorte de consensus, pour une fois, politique entre la mairie de Paris, le président de la République et aussi le COJOP, qui ont voulu cette cérémonie. Mais Darmanin, depuis le début, il est debout sur les freins à dire c'est pas raisonnable, on peut pas le faire. Donc là, il essaie d'abaisser, par exemple, le nombre de personnes qui auront accès à cette cérémonie. Oui, parce qu'on rappelle que c'est pas complètement public, il faudra acheter des places. Enfin, c'est pas juste s'approcher. Il y aura 3 niveaux en fait. Je dirais aussi qu'il y a pour moi, l'état d'esprit général a changé depuis la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que ça a été un tel fiasco qu'avant, on avait un peu tendance, y compris nous les médias, à se considérer, nous les Français, un peu comme les champions du monde de l'organisation des grands événements sportifs. C'est bien, ça nous a réveillés. Organisé Coupe du monde de foot, Coupe du monde de rugby, Euro de foot, tout c'était merveilleusement, championnat du monde d'athlètes, tout c'était merveilleusement. Oui, il faut quand même souligner qu'avant l'épisode du Stade de France, on n'avait pas eu de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que l'UEFA vient chercher la France, parce que cette finale de la Ligue des Champions devait avoir lieu en Russie. Donc l'UEFA se tourne vers, et en particulier le président de l'UEFA, Alexander Seferin, se tourne vers le président Macron en lui disant est-ce que vous pouvez organiser ? Mais bien sûr, nous les Français, pas de problème. On sait faire. Et là, on se retrouve avec la finale la plus mal organisée depuis pratiquement celle du Ezel en 85. Et du coup, je trouve que depuis, l'état d'esprit a changé et il y a beaucoup plus d'inquiétude à tous les niveaux par rapport à cette cérémonie sur la scène. Où avant, on se disait ça va être merveilleux, ça va être fantastique. Et il y avait pratiquement qu'au ministère de l'Intérieur où des gens disaient vous vous rendez pas compte, c'est une dinguerie. Et là maintenant on sent quand même une certaine forme d'inquiétude de dire est-ce bien raisonnable, on va le faire mais il faut faire attention, on va jouer une grande partie des Jeux sur cette cérémonie et on sait combien la cérémonie est importante en termes de symbolique. Londres a pu lancer ces Jeux de façon formidable parce qu'ils ont eu une cérémonie absolument formidable. Si nous, on a une cérémonie moyenne ou voire encore pire, derrière, il va falloir ramer. Justement, cette question de la sécurité, elle est centrale, puisque cette semaine, un projet de loi intitulé « Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 » est arrivé au Sénat. Il est beaucoup question de sécurité. En effet, c'est un texte éminemment sécuritaire. Sur les 19 articles, il y a 8 articles concernant la sécurité. Alors, je souligne votre utilisation du mot « sécuritaire ». Oui, tout à fait. C'est un texte de mise en œuvre, tout simplement, des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un texte de dérogation, dérogation au droit commun, parce que c'est un événement tellement exceptionnel qu'il faut déroger au code du sport. Mais sachant qu'il y a 8 articles sur les JO et 11 qui ne sont pas sur les JO, on peut se demander si ce texte ne concernera pas toutes les organisations, toutes les manifestations sportives après. Oui, donc ce que vous dites est absolument essentiel parce que le titre est quand même un peu trompeur. Il paraît. En effet, c'est un texte Jeux Olympiques, mais c'est également un texte post-olympique, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures, un certain nombre de dispositions. Alors on parle de reconnaissance faciale, on parle d'intelligence artificielle utilisée. Il y a des dispositions qui vont être pérennes, donc qui vont servir à d'autres manifestations. Alors, l'expression qui est employée, d'ailleurs, c'est manifestations récréatives, sportives et culturelles. Ça veut dire qu'il y a des articles qui figurent dans ce texte de loi qui ensuite vont s'appliquer sur le plan sportif lors de nos championnats nationaux, par exemple, ou lors de la Coupe du monde de rugby dans quelques semaines, mais également pour les festivals culturels, pour les concerts, etc. Donc, c'est un texte important parce qu'il dépasse
il dépasse les Jeux Olympiques. Alors justement, je pense aux activistes qui ont dénoncé ces derniers temps lors de manifestations sportives la non-action des gouvernements dans la lutte contre le changement climatique. Une invasion de terrain, si j'en crois ce projet de loi, ne sera plus une infraction, mais un délit passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Ah oui, on durcit... Effectivement, il y a un durcissement des peines qui est envisagé. Moi, ce qui me gêne, je dois dire, J'allais vous demander si vous le souteniez. Moi, ce qui me gêne, je dirais, dans ce texte-là, c'est que cette relation entre l'organisateur et le public est essentiellement appréhendée à travers la répression. À travers la répression et notamment la lourdeur des peines. Or, c'était l'occasion, puisque tout à l'heure, je viens de dire que c'est un texte également post-olympique, c'était aussi l'occasion de poser la problématique de la relation entre, par exemple, clubs professionnels et associations de supporters. Et là, on aurait dépassé très largement le simple volet de la sanction. On sait très bien qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des clubs de foot, mais pas simplement les clubs de foot. De toute façon, il y a quasiment plus de déplacements, puisque les préfets prennent des arrêtés à tour de bras. Non, mais je crois qu'en termes notamment d'animation, par exemple, à proximité des enceintes sportives, en termes d'organisation des déplacements, en termes de recours à des référents qui représenteraient ces associations de supporters au sein de l'administration ou de la gestion d'un club, sur ces sujets-là, je peux vous dire qu'il y a matière à progression en France aujourd'hui. Il y a effectivement quelques clubs professionnels qui se sont emparés de cette problématique à bras-le-corps, mais ils sont aujourd'hui largement minoritaires. Après, heureusement que la loi ne rentre pas dans ce niveau de détail et qu'on laisse quand même un petit peu quelque chose à faire aux clubs professionnels qui ont tellement d'argent quand même, qui pourraient quand même se demander comment faire pour arriver à mettre ne serait-ce qu'une bonne ambiance dans les stades, qu'on évite des banderoles homophobes et qu'on évite des cris racistes dans leurs tribunes, quoi. Ça, c'est quand même un peu la responsabilité des clubs, quand même. On va quand même leur laisser un petit truc. Et puis après, oui, évidemment, la loi, elle s'oriente et elle met en avant des sanctions, parce que c'est aussi ce qui est demandé par la Ligue, par les clubs professionnels, pour qu'on puisse aussi leur donner des outils pour pouvoir intervenir. C'est ce qui a été sur la table pendant le débat sur les violences dans les stades. C'est vrai que je me rappelle d'une unanimité autour de la table. On a dit, mais ça ne viendrait pas à l'idée qu'il n'y ait aucune sanction et que tout le monde se permette de monter sur une scène lors d'un concert, lors d'un événement culturel, que le public envahisse la scène. Bah, c'est pareil pour un stade de foot. À un moment donné, il faut peut-être marquer noir sur blanc que c'est le sanctuaire des joueurs et c'est là qu'ils jouent, c'est là que se déroule le spectacle et que le public n'a rien à y faire pendant le jeu, en tout cas. Pendant le temps de jeu. Non, je suis assez d'accord avec cette analyse de la loi. Moi, je pense que la loi va encore, puisque c'est un projet de loi, on est en première lecture au Sénat, si je ne dis pas de bêtises. En procédure accélérée, je suis le sénateur. Donc, qu'une lecture au Sénat. Et il y aura, donc, je crois que c'est 24 mars. Il n'y a pas de menace sur les libertés individuelles. Moi, je pense qu'il y a effectivement, il faut être vigilant et je suppose que les parlementaires feront leur travail là-dessus pour poser les limites. Mais de toute façon, c'est un texte qui est indispensable puisqu'on doit se mettre en conformité avec la charte olympique. Donc il y a de toute façon des dispositions dans ce texte qui sont quasiment obligatoires. Je crois qu'il y a déjà plus de 21 amendements, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc c'est un texte qui va vivre. Oui, qui va vivre encore. Mais effectivement... Jean-Philippe Leclerc ? Moi, je pense qu'il faut être vigilant parce que le sport sert souvent de laboratoire dans des nouvelles techniques de répression, de maintien de l'ordre. On a vu le cas, par exemple, en Russie. Vous parliez de la reconnaissance faciale dans le cadre de la Coupe du Monde de football. On s'est servi les autorités russes en sont servis pendant la Coupe du Monde de foot et puis ensuite, ils s'en sont servis pour réprimer leurs propres opposants. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer, y compris dans ce pays. On ne sait pas ce qui va se passer après la prochaine élection présidentielle, qui va être élue. Et on a, dans cette émission, pas mal salué l'action du politique sur le sportif. Mais entre l'action et l'ingérence... des fois, la frontière est assez mince. Et je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ces textes-là et que le sport arrête d'être ce laboratoire. Parce que c'est des sportifs, parce que c'est des supporters. En gros, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et puis ensuite, c'est le simple citoyen, c'est l'opposant qui se retrouve... On restera très attentif, effectivement, à ce projet de loi. Merci à tous les quatre. On ne pouvait pas évidemment terminer cette émission sans rendre hommage au roi Pelé qui nous a quittés le mois dernier. Un immense merci à vous de nous avoir suivis, un immense merci à toutes les équipes éditoriales et techniques qui m'aident à préparer cette émission. Et nous, on se retrouve le mois prochain sur Public Sénat.